Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc à la médiathèque Jean-Pierre Melville pour cette rencontre organisée par la bibliothèque Marguerite Durand, qui est spécialisée dans l'histoire des femmes et du féminisme, dans le cadre de la saison Africa 2020 dans les bibliothèques de la ville de Paris. Merci à nos partenaires, l'Institut français avec l'équipe de la saison Africa 2020, de la ville de Paris, et merci aussi à RFI, Radio France Internationale. Donc nous allons discuter de la place des femmes dans la transmission. Les femmes sur le continent africain sont au cœur de cette transmission, pas seulement dans la construction de la famille, mais évidemment dans toute la société. Nous allons écouter nos invités sur tous ces sujets, la représentativité en politique, le militantisme, la migration, l'ascension sociale et bien sûr aussi l'émancipation. Je vous présente nos invités. Avec nous en direct de Dakar, et on est très heureux de l'accueillir, Fatou Sossar, qui est sénégalaise, une figure importante de la lutte pour les droits des femmes, qui est socio-anthropologue, spécialiste de la question du genre. Fatou Sossar, vous avez créé le laboratoire genre et recherche scientifique à l'IFAN, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une université qui, précisons-le, rayonne sur tout le continent. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, articles sur l'entrepreneuriat féminin, sur les luttes politiques des femmes. Et avec vous, on va bien sûr parler de cet enjeu énorme de donner plus de place et de voix aux femmes dans la politique. Votre pays, le sujet a été largement couvert par les médias en France, a vécu ces derniers jours, la semaine dernière en particulier, une situation très, très tendue avec des manifestations, notamment de soutien à l'opposant politique Ousmane Sonko. L'appel au calme semble porter ses fruits et on va vers l'apaisement, du moins c'est ce qu'on espère, et le dialogue, comme votre pays, le Sénégal, sait si bien le faire. Également avec nous, à mes côtés, à la médiathèque Jean-Pierre Melville, Emlé Boum. Bonjour Emlé. Bonjour. On est ravis d'être avec vous physiquement. Vous êtes romancière, née, grandie au Cameroun. Vous êtes aujourd'hui installée en France. Vous avez reçu le prix Amadou Kourouma en 2020 pour votre roman, votre 4e roman paru chez Gallimard, Les jours viennent et passent, qui est sorti en 2019 et qui raconte 3 générations de femmes entre le Cameroun et la France, une famille victime du silence, d'un effondrement, à l'image aussi peut-être de la situation géopolitique de votre pays. Et d'ailleurs, la dernière partie du roman s'inspire de la terreur semée par le groupe djihadiste Boko Haram pour aspirer de jeunes générations perdues sur la route des transmissions. J'espère que vous nous en parlerez. Beata Oumoubiéyi est également avec nous en direct de Bordeaux. Beata Oumoubiéyi, mairesse. Vous êtes écrivaine franco-rwandaise. Vous avez publié des recueils de nouvelles, Ejo et Lézarde, de poésie, d'un premier roman intitulé Tous tes enfants dispersés aux éditions Autrement, également en 2019, pour lequel vous avez obtenu, d'ailleurs je crois que vous l'avez reçu hier, ce fameux prix des 5 continents de la francophonie. Tous tes enfants dispersés retrace la situation entre une mère et sa fille séparées par le génocide des Tutsis du Rwanda. Vous avez vous-même survécu au génocide en fuyant le pays en juin 1994. Beata Oumoubiéyi, mairesse, vous dites souvent d'ailleurs, et on aura l'occasion d'en reparler, que la fiction littéraire est peut-être le meilleur moyen de transmettre une vérité parfois trop dure à énoncer ou plutôt à entendre pour ceux qui la reçoivent. Et vous vous affirmez par ailleurs militante, féministe, intersectionnelle. On y reviendra, j'espère. Alors cette rencontre, vous le savez, vous qui nous regardez, et merci à vous de vous être connectés, est interactive. Vous pouvez réagir, poser vos questions pendant la diffusion de ce live. Donc vous postez vos messages, vos réactions sur la page Facebook des bibliothèques de la ville de Paris, à la rubrique commentaires, c'est très simple. Et ensuite, à la fin de la rencontre, on va m'apporter vos réactions, vos questions. Et bien évidemment, je vais les soumettre à nos invités qui sont autour de nous. Donc le Facebook de la bibliothèque de Paris pour vos réactions. On est au lendemain du 8 mars, mesdames, et on espère prolonger ce 8 mars indéfiniment. On vit une époque où les femmes sont devenues actrices et sujets de changement tous les jours de l'année, heureusement pas seulement le 8 mars. Les femmes du continent sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole,
à se faire entendre, à publier sur des sujets très intimes pour ce qui est de votre cas, Emily Boom et Beata Oumbiéyi. J'aimerais que vous nous disiez l'une et l'autre, peut-être Emily Boom d'abord, mais comment l'histoire, comment l'actualité vous inspire pour faire parler les femmes dans vos romans, Emily Boom? Alors, l'actualité m'inspire, mais d'autres choses aussi, un tas de choses. Et l'idée, ce n'est pas, à vrai dire, de faire parler des femmes. Au moment de l'écriture, l'idée, ce n'est pas de faire parler les femmes, c'est de construire des personnages. Et dans ces personnages, il y a des femmes. Et l'idée, c'est d'aller au bout de ce qu'on peut en dire, de créer des personnalités complexes aux prises avec la réalité, aux prises avec leur vie, avec la difficulté de faire famille, d'exister dans une société, d'avoir un métier, etc. Et petit à petit, ça se met en place. De temps en temps, c'est influencé par l'actualité ou alors simplement par... c'est-à-dire que je considère que mon temps de romancière n'est pas forcément un temps journalistique ou un temps... Je ne suis pas forcément dans la météo de ce qui se passe dans l'instant, même si je le prends, je m'en nourris et que ça sert à construire les personnages. Tout construit les personnages, l'actualité, mais aussi le passé et les errances et les espoirs et tout ça. Voilà. En tout cas, les évolutions de la société vous nourrissent. Oui. L'aspiration dans votre livre à la réussite sociale, par exemple. Ça, c'est surtout plutôt pour les hommes, hein, d'ailleurs. Oui, et pour les femmes. Le personnage de Anna, elle aspire à une... c'est une paysanne, hein, elle aspire à s'émanciper, et la voie d'émancipation la plus claire qui lui est offerte, c'est l'éducation occidentale. Et donc, elle va partir là-dedans, voilà, elle va réussir plutôt brillamment. Mais c'est une ambition à la fois personnelle et sociale. Comment vous donnez à vos personnages féminins, puisqu'il y a beaucoup de femmes dans votre roman, les hommes sont toujours un peu en demi-teinte, vous avez un regard pas toujours tendre, hein, sur eux. Comment vous leur donnez une clairvoyance, même intuitive, sur les événements, sur ce qui se passe? Elles ne sont pas forcément clairvoyantes, d'ailleurs, elles se trompent. Elles se trompent beaucoup. Et elles essayent, elles font des choses, elles vivent leur vie un pas après l'autre, et elles se trompent. Ce qui est important dans ce livre, il me semble en tout cas, c'est que, à la différence des hommes, les femmes acceptent la rencontre, elles acceptent la confrontation à l'autre, elles acceptent même quand elles ne vont pas forcément au fond des choses, quand elles sentent le nœud, et elles l'accueillent d'une certaine façon, et c'est ça qui leur permet de progresser, et c'est ça aussi qui permet pas de recommencer, mais de faire autrement, de trouver des chemins de traverse d'une certaine façon. Oui. Beata Oumbiéyi, et c'est d'ailleurs peut-être le point commun par rapport à vos œuvres respectives, Beata Oumbiéyi, le silence est quelque chose... il y a des femmes qui se parlent, qui se rencontrent, il y a des dialogues qui se nouent, et en même temps, le silence est omniprésent dans l'histoire de tous tes enfants dispersés. Oui, je rejoins ce que disait Emily sur l'importance de la complexité. Ce ne sont pas des stéréotypes. Alors c'est vrai que moi, pour le coup, dès mon premier livre, j'ai délibérément voulu avoir des personnages féminins. Mon premier recueil de nouvelles, ce ne sont que des femmes. Mais le fait d'avoir pris la forme de la nouvelle, c'était pour montrer la diversité, la complexité. Le roman est aussi un roman choral. À chaque fois, c'est une façon de déjouer le regard parfois simplificateur, caricatural qu'il peut y avoir sur ce qu'on appelle, et je déteste cette expression, la femme africaine, pour montrer effectivement qu'il y a des parcours différents, et que tous ces clichés qui peuvent être que les femmes se parlent, que les femmes sont dans la fluidité de la communication, de la relation, mais ce n'est pas toujours le cas, et que ça peut être aussi une transmission de silence et de difficulté à dire. Une transmission de silence et de difficulté à dire, mais en même temps, on retrouve, je ne sais pas s'il faut parler de solidarité, mais un lien, quelque chose d'indicible, non? Est-ce que c'est lié à
à la dureté de la vie sur le continent, parfois aussi? Est-ce que c'est même lié à la féminité? La question de la solidarité est-elle liée à la féminité? Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait l'étudier. Ce qui se passe, c'est au fond ce qui se transmet à l'intérieur du silence. C'est cette espèce de transmission en creux de ce que on est, pas forcément de le mettre en mots. Dans l'attitude ou dans le geste ou dans la parole, et les douleurs se transmettent, et aussi les espoirs, et aussi le désir de grandir ou de recommencer. Voilà, il est très difficile simplement, effectivement, de dire les femmes se parlent, il y a une solidarité féminine, il y a une sororité qui se met en place. Ce n'est pas si évident que cela. C'est des destins compliqués. Et c'est vrai qu'on peut aujourd'hui regarder aussi ces destins de femmes en se disant c'est presque des femmes ordinaires dans des situations de vie extraordinaires. Voilà. Ce ne sont pas des héroïnes, c'est des personnes qui se construisent dans la difficulté. En même temps, toutes les deux, vous avez une façon de superposer le destin collectif et la vie privée, puisque ce sont des récits de l'intime, sur ce que vivent ces femmes, sur ces souffrances, sur une vie qui est difficile au quotidien aussi, la façon de conduire la famille, de faire exister la famille. Et en même temps, il y a en toile de fond le destin collectif, non, Beata Oumoubiéyi? Oui, je pense qu'on fait partie, Emily et moi, de cette génération d'écrivaines et d'écrivains du continent qui ne sont plus dans, peut-être ce qu'avait la génération précédente, l'idée de raconter le destin de nos peuples ou l'âme de nos peuples, mais à partir d'une histoire très intime et individuelle, raconter une tranche de l'histoire, mais quelque part, parfois j'ai l'impression que c'est aussi mon choix de la fiction, c'est peut-être une forme qui permet de faire rentrer plus aisément des gens dont ce n'est pas l'histoire et de voir ce qu'il y a de semblable, ou en tout cas d'universel, cette histoire intime, puisqu'il y a des choses qu'on peut retrouver aux quatre coins de la Terre. Pour revenir à l'idée de la transmission, j'étais en train de penser, ou de la solidarité, que cette solidarité, c'est pas tant, alors je ne sais pas, mais je me dis que c'est pas forcément quelque chose d'inné ou parce qu'on est femme, mais parce qu'il y a une oppression et que c'est la même qu'on va retrouver dans les différentes oppressions et chez les différents dominés, de se mettre ensemble pour tenir. Tout simplement tenir. Mais parfois, quand le chagrin a tout mazouté, quand la douleur est trop forte, même cette solidarité-là se délite et même la parole de réconfort peut disparaître. Ouais. Et tout le défi, en tout cas, que moi j'avais mis dans les mains d'un des personnages, c'était justement de retisser, de recoudre là où c'est déchiré et de ressusciter les mots pour pouvoir avancer, parce qu'il y a une génération qui vient après et j'ai fait le choix que la troisième génération, ça soit un garçon. C'était vraiment aussi pour sortir un peu de cette transmission uniquement de femme à femme, qu'il y a aussi des écueils et qui peut ajouter plus d'enfermement et montrer aussi ce qui peut se passer avec les garçons. Alors justement, je vais m'adresser à Fatou Sossar pour vous faire réagir à ce que vous venez d'entendre avant qu'on parle de la place des femmes en politique. Mais est-ce que vous diriez vous aussi que la dureté des conditions de vie sur le continent africain, qu'on ne peut pas nier pour les femmes, y compris les femmes qui sont dans l'élite, parce que les relations sont compliquées, les relations sociales, les relations avec les hommes. Est-ce que vous diriez que cette oppression, pour reprendre le mot de Beata, elle crée cette solidarité avec les limites qu'elles ont énoncées, Fatou Sossar? Ah,
On ne vous entend pas. Il faudrait peut-être... Est-ce que vous avez branché le micro, Fatou Sossar? J'avais éteint. C'est parfait. Je ne vais plus le faire. Je vais laisser ouvert. Donc, je ne parlerai peut-être pas d'oppression d'emblée, mais je parlerai d'abord la socialisation par rapport à leurs responsabilités de femmes dans la société. Elles ont une responsabilité vis-à-vis de la famille. Je parlerai aussi d'identité de femmes, aussi dans le rôle et les tâches qui leur sont dévolues. C'est vrai, il y a des moments où la notion, quand je vais par exemple en Afrique du Sud, je parlerai d'identité de femmes dans leur oppression. Au moment où on leur interdisait d'aller en ville, il y a une construction d'une identité commune. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ces discours, d'abord je suis fascinée par ces deux approches, parce que pour écrire des romans, les romancières, c'est une partie importante pour nous dans notre histoire en Afrique. Avant que les sociologues ne soient là, ce sont les romancières qui d'abord nous ont permis de capter une partie de cette histoire des femmes. Je parlerai aussi de cette mémoire collective quand elle a parlé de la relation entre la mémoire collective et la transmission. Parce que pour pouvoir transmettre, c'est parce qu'on est dépositaire de quelque chose. Et en fait, effectivement, les femmes c'est elles qui internalisent la mémoire des familles, parce qu'au sein des familles aussi, c'est les femmes qui doivent transmettre de génération à génération l'identité de la famille, en parlant de la généalogie, de l'histoire. Mais au point de vue collectif aussi, les femmes ont ce besoin aussi de se parler. En se parlant, effectivement, entre générations aussi, ce n'est pas fait de manière systématique comme on le fait aujourd'hui, mais à l'intérieur des familles, c'est la tante paternelle qui va parler à la petite fille. Donc, ainsi de suite, et ça pour le transmettre, parce qu'elles sont dépositaires de quelque chose, elles sont dépositaires de la mémoire de la famille et de la mémoire de la société. Elles font de la transmission, pas seulement de la mémoire, mais aussi de la culture. Je dis que les femmes sont aussi passeurs de culture parce qu'elles sont objets de création matrimoniale. Elles se marient. C'est elles qui permettent de faire le lien entre différentes communautés. Là où il y a l'exogamie de caste, un clan qui se marie par rapport à l'autre, c'est la femme qui devient le lien entre les sociétés, entre les communautés. Donc, ces rôles et ces responsabilités sont extrêmement fortes et c'est important que des jeunes générations commencent à le dire. Mais ce que j'entends aussi dans ces romans, c'est partir de cette bataille, de ce combat collectif. Quand je reviens au cas de l'Afrique du Sud, dans les années 94, pour la Constitution et tout ce qu'elles ont vécu pendant la période de l'apartheid, et comment elles ont utilisé ce destin commun pour s'imposer dans l'Afrique du Sud nouveau, pour imposer leur point de vue au niveau de la Constitution. Donc, ce qu'elle me dit aujourd'hui, pas rompre, il y a un nouveau passage, partir maintenant de ces histoires individuelles. En fait, ces histoires individuelles rendent compte aussi, parce que derrière chaque femme africaine, je crois, il y a un roman qu'on pourrait écrire. Et donc, c'est très captivant de voir qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération ne raconte pas l'histoire de l'indépendance, ne raconte pas l'histoire des luttes, mais se consacre aujourd'hui au niveau de l'identité. Mais ces questions singulières sont aussi des questions collectives. Ouais. Parce qu'à travers l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de toute une communauté. Effectivement, comme vous le dites, elles vivent les mêmes difficultés, elles vivent les mêmes problèmes. Et une façon de l'externaliser pour mieux s'en rendre compte, c'est aussi formidable. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans vous le disiez, Fatou Sossar, elles sont dépositaires de l'histoire de la famille, d'une forme de généalogie. Sauf que dans vos romans, Emile Boum et Beata Oumou-Bieyi, le silence est tellement recouvre parfois et rend impossible cette transmission. C'est-à-dire que on a des histoires de femmes qui veulent en savoir plus sur leur père, hein, pour votre cas, Beata Oumou-Bieyi, et qui ne savent pas vraiment, ou voire même le frère de l'héroïne, qui lui aussi est obligé de reconstituer le puzzle de sa paternité, parce qu'en fait, la mère n'a pas fait ce travail de la transmission, de la généalogie familiale, parce que peut-être c'est trop dur aussi de raconter ça. Et dans votre cas aussi, dans le roman Les jours viennent et passent, Emile Boum, là aussi, le silence empêche cette transmission généalogique pour certaines héroïnes du roman. Oui, en fait, c'est très intéressant ce que
Fatou Sow Sardi, parce que ça remet, si vous voulez, la littérature dans le contexte politique plus global. Et effectivement, ces histoires l'histoire individuelle rencontre l'histoire collective. Elle se heurte à l'histoire collective et elle est influencée et parfois désaxée par l'histoire collective. Dans le roman de Beata, ça se passe dans l'autre sens. C'est la jeune femme qui enquête. Donc elle revient, elle est en recherche de quelque chose qui n'a pas été transmis parce que quelque part il y a une rupture, il y a eu un événement tellement traumatique que le silence s'est fait. Et des années après, elle revient chercher en fait quelque chose qui est essentiel pour elle à cette étape de sa vie. Puis il y a la nouvelle génération avec le fils. Et c'est ce qui se passe aussi, enfin, dans l'autre sens, avec Anna. Anna, mon personnage, elle rompt elle-même le lien avec le passé, elle disqualifie son passé pour pouvoir évoluer dans la société et parce qu'en fait, pour l'avenir, c'est ça, c'est cet avenir-là dont elle rêve et des années plus tard, elle regarde le passé avec une grande lucidité et elle se dit, ok, j'ai certainement... cette éducation m'a apporté, j'ai certainement gagné beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on a perdu en chemin? Donc ces trajets individuels, en fait, vont écrire des histoires singulières et toutes ces histoires singulières sont tamponnées par le collectif. On ne peut pas faire... Elles ne vivent pas dans des univers ailleurs, clos. Elles vivent dans des vraies sociétés qui les influencent et qui ont des influences extrêmement importantes dans les choix intimes qu'elles peuvent faire. Beata Oumoubiéyi, sur la recherche des origines, de la paternité, parce que les femmes dans vos romans respectifs ont des histoires sentimentales et maritales compliquées. Est-ce qu'elles sont compliquées? Est-ce que c'est pas la société qui a décidé que ces façons-là d'aimer n'étaient pas la bonne et ne pouvaient pas être admises? Quelque part, la grand-mère Immaculata, certes, il y a eu le silence qui a été imposé par le choc du génocide, mais avant, c'était un silence qui avait été imposé par la société. C'était une silenciation parce que la société lui a dit « tu devrais avoir honte de la façon dont tu as pu aimer deux hommes et ensuite élever seul tes deux enfants. » Notamment un blanc. Hein. Notamment un blanc, et elle a aimé quelqu'un qui n'était pas, deux hommes qui n'étaient pas semblables, un blanc et un Hutu. Et donc ce processus-là, quelque part, c'est au départ la société qui juge, qui crée la honte. Et en disant ça, évidemment, je pense à Annie Ernaux, je pense à toutes les écrivaines qui ont pu parler de comment la honte, qui n'a presque parfois pas besoin d'être formulée, qui est celle de l'opprobre populaire, va être intégrée par les femmes au point qu'elles ne disent pas ce qui se passe aujourd'hui autour de toutes les dénonciations de viol, d'inceste. C'est ça, c'est cette honte qui est intégrée, cette silenciation qui est intégrée et qui fait que on ne va pas parler, on ne va pas transmettre, et en ne parlant pas et en ne transmettant pas la vérité, ce qu'on transmet, c'est uniquement la honte et le silence. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque aux femmes, c'est quelque chose qui leur est imposé par la société. Ouais. Alors il y a cette difficulté de transmission, et puis il y a aussi dans la difficulté de transmission dans vos romans des femmes qui sont disqualifiées, je dirais, par leur milieu social, par une éducation occidentale imposée. La grand-mère qui élève sa petite fille Anna, qui est la figure centrale de votre roman, Emily Boom, n'est pas éduquée. Elle est en conflit avec une religieuse qui mise sur la réussite scolaire de la petite Anna, qui est très douée. Enfin, c'est vrai que la religieuse, elle outrepasse un peu ses pouvoirs d'émancipation en prenant la liberté de lui arracher une dent disgracieuse. La religieuse qui est blanche, hein, et cette petite Anna, qui va devenir femme, grand-mère à son tour, se voit confier l'éducation de la fille de sa domestique. Encore une mère qui se disqualifie. Et pour donner un maximum de chance à son enfant, il y a quelque chose finalement de très féminin dans ce sacrifice ou pas? Ou est-ce que là je véhicule un stéréotype? Ce renoncement à transmettre, finalement une sorte d'auto-censure sur sa propre culture populaire, Emily Boom? Je pense qu'il y a ce qui se met en place dans la société, en tout cas dans la société
camerounais, ce qui s'est mis en place petit à petit, c'est une forme, le terme est vraiment de disqualification de ce qui existait avant, d'une certaine façon de penser, de voir le monde et d'accueillir ses traditions, où voilà, ce passé-là a été disqualifié au profit de nouvelles façons de voir, d'une nouvelle organisation sociale, plus urbaine et plus axée sur la réussite personnelle et sur la réussite matérielle. Et c'est vrai que quand Astou demande à Anna de prendre sa fille, pour elle, ce n'est presque pas un sacrifice, c'est un cadeau qu'elle fait à sa fille et de toute façon elle restera là. Mais elle se dit simplement, ma fille a besoin d'être prise en charge. Exactement comme Anna, comme Awaya avait aussi quelque part confié sa fille aux religieuses pour la faire progresser dans la société. Parce que c'est ça le schéma. Le schéma pour réussir, pour être quelqu'un d'important, c'est aussi, il y a une voie, il faut la suivre, c'est la partie visible du progrès social et on ne peut pas, si on aime son enfant, on ne peut pas lui interdire de suivre ce chemin-là. Fatou Sossar parlait d'être dépositaire de quelque chose. À la fin de la journée, si ce dont vous êtes dépositaire n'a pas d'importance, est considéré par la société comme n'ayant pas d'importance, si ce que vous avez à transmettre à vos enfants, tout compte fait, ils n'en ont pas besoin, la société vous indique clairement qu'ils n'en ont pas besoin, en tant que mère, vous chercherez d'autres solutions, vous chercherez des personnes susceptibles de leur donner ce dont ils ont besoin. Et c'est ce que font ces deux femmes. Oui, il y a finalement un renoncement pour être dans le résultat, dans l'efficacité par rapport à la réussite de son enfant. C'est presque le comble de la maternité jusqu'au bout, en fait, la logique maternelle jusqu'au bout. En même temps, Fatou Sossar, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité sur le continent africain où les enfants, depuis toujours, avec quelques dérives aujourd'hui, peut-être du fait aussi de l'urbanisation, de l'occidentalisation, mais depuis toujours, les enfants circulent dans l'espace, dans les familles. Est-ce que ça complexifie ou ça facilite la transmission des femmes? Il y a deux éléments que je veux analyser ici. D'abord, la dernière question. La circulation des enfants faisait partie aussi d'un certain ordre social, de générosité et de partage. Les enfants qui circulaient, c'était qui? Quand on avait une sœur qui n'avait pas pu enfanter, donc on ne passait pas par ce que la modernité donne, par la procréation artificielle, on pouvait lui faire don d'un enfant. Mais don d'un enfant ne veut pas dire qu'il ne connaît pas où sont ses origines. C'était compliqué, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir une nouvelle mère qui pouvait enfanter à travers ce cadeau qu'on lui fait. Mais moi, je vois à travers ces deux présentations une révolution, c'est-à-dire des femmes qui sont capables de faire face aux règles de leur société pour s'inventer un autre futur. Et ça, c'est une forme de révolution. Pour moi, ce n'est pas la révolution collective, mais comme je dis ces temps-ci, j'aime beaucoup les artistes parce que je dis que c'est les levées des futures révolutions du mouvement social féminin en Afrique, parce que c'est des personnes qui d'abord individuellement ont compris leur société et essaient de poser les germes d'un autre futur possible. Et peut-être que les romancières aussi font exactement comme les artistes. À travers leurs imaginaires, ils reconstruisent, ils recomposent. Maintenant, les textes qu'ils ont présentés, le Rwanda, c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'adore, j'y vais souvent, j'ai beaucoup travaillé au Rwanda. Et j'ai même écrit, je pensais que le président Kagame doit être le consultant pour tous les autres chefs d'État africains pour les aider sur une certaine façon de management et de gestion de son pays. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est pour dire que le contexte, elle part du contexte du génocide. Évidemment, le roman aussi prend ancrage sur une réalité, sur une société qui a ses spécificités. Mais nous cherchons à travers toutes ces spécificités, quels sont les points communs que nous pouvons retrouver à travers l'Afrique, qui fait que malgré tout, il y a aussi cette identité africaine, malgré les diversités, malgré les complexités des situations. La question de la circulation des enfants, dans le passé, avait la perspective était positive, mais aujourd'hui, évidemment, on peut avoir les germes du contraire de ce pourquoi la société le faisait. Aujourd'hui, on est tout à fait dans une société nouvelle où cette circulation est au détriment des enfants.
c'est le préjudice qu'on va faire pour les enfants. Comme on le sait, c'est des trafics, c'est les violences sur les enfants. Or, ce que la romancière est en train de dire, mettre son enfant dans un autre univers, c'était aider cet enfant à ne pas rester dans la déchéance, dans l'échec, parce que c'est, comme elle dit, elle pense que l'espace dans lequel elle était n'avait rien à offrir à son enfant, il fallait faire autre chose. Et pour moi, ces deux personnages sont des personnages tout à fait révolutionnaires, peut-être à l'image de ces personnes qui l'ont écrite aussi, de leur auteur quelque part. Et ça, c'est très intéressant pour moi de regarder cela. Elle pose des questions de rupture, et je pense que nous avons besoin de poser des ruptures pour pouvoir aller de l'avant. Le passé est extrêmement important, mais il faut transformer la société pour se projeter vers l'avenir, se développer de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons. Et certainement que ces romans, je vais les lire pour pouvoir les commenter davantage. Alors, les ruptures, elles sont aussi dans l'existence de vos héroïnes respectives, Fatou Sossar et Emily Boom. C'est que, d'abord, il y a le départ, il y a la migration. Ce n'est pas seulement l'émancipation sociale, le fait de tenter de s'élever dans son propre pays, mais ces familles sont aussi déchirées par le fait qu'elles partent s'installer en Europe. Beata Oubiei, je sais que le sort des femmes qui sont de plus en plus nombreuses maintenant dans la migration, à prendre les routes de, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de l'exil, de la migration économique, c'est quelque chose qui vous touche aujourd'hui? Oui, et c'est quand même aussi dans les milieux féministes une prise de conscience aujourd'hui avec... on est en train d'organiser une action qui s'appelle Toutes aux frontières pour le mois de juin, où toutes les féministes d'Europe vont se réunir à Nice pour une grande action justement pour dénoncer les politiques migratoires mortifères qui impactent énormément les femmes. On voit beaucoup, on a aussi une construction comme ça où on a l'impression que les migrants sont surtout des jeunes hommes, mais 54% des migrants aujourd'hui sont des migrantes. Et c'est important de pouvoir aussi mettre le doigt sur les spécificités des violences qu'elles subissent sur leur chemin de migration qui sont liées à leur sexe. Mais au-delà de ça, je pense, et c'est ce qu'on voit à la fois dans Les jours viennent et passent et dans Tous les enfants dispersés, c'est aussi, une fois arrivé ici, qu'est-ce qu'on amène en tant que femme migrée, qu'est-ce qu'on amène de là-bas, qu'est-ce qu'on essaye de planter ici, comment la transmission qui on vient de voir sur le continent était quand même en milieu urbain, mais il y a la famille, il y a quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Quand on est immigré et qu'on est plutôt isolé, comment se fait la transmission, à quel point elle est encore plus compliquée, je pense à la langue, mais aux valeurs, au hiatus qu'il peut y avoir aussi entre la culture de la mère et la culture de ses filles ou de ses fils. Je pense qu'on peut parler de tout ça, mais nos romans en parlent aussi de cette difficulté-là. On est encore plus délégitimé quelque part, et en même temps, il y a des choses qui se jouent dans le... je vois, enfin voilà, les gens qui migrent, par exemple en couple, ce qui se joue aussi dans le couple et qui peut être très, très, très violent quand on arrive ici, qu'on n'a plus le même statut social, qu'on n'a plus le même cadre, qu'on n'a plus tout ça et que on doit repartir quelque part à zéro. On voit souvent que les femmes, peut-être, alors je ne veux pas faire des schémas, mais acceptent, ou en tout cas vont plus spontanément être dans des boulots qui sont des boulots souvent très déconsidérés, qui n'ont pas forcément toujours de lien avec ce qu'elles faisaient dans leur pays d'origine. On se voit déclassé dans le regard de l'autre et que c'est ça qui est dur pour le couple? J'ai l'impression que c'est surtout dur pour les hommes et que souvent c'est source de tension parce que
Alors, je parle plutôt des migrations, mais c'est aussi l'occasion de rompre certains clichés où on a l'impression que toutes les personnes qui migrent, notamment du continent africain, sont des gens qui arrivent des campagnes, qui n'avaient pas d'études, qui n'avaient pas de statut. Et c'est souvent, je pense moi, aux personnes qui migrent en ayant eu une vie professionnelle et des études, etc., au pays. Et en arrivant ici, le déclassement est parfois plus difficile à vivre pour les hommes et ça impacte sur le regard des femmes qui vont, elles, aller au turbin et ça impacte aussi dans la transmission aux enfants. Voilà, c'était juste une aparté, mais j'ai l'impression que si on parle de migration, il y a le trajet pour arriver jusqu'ici. Il y a eu les migrations des années 70, des années 80, les histoires de réunification familiale, etc. Et puis les migrations, je pense notamment des Africains et Africaines diplômés qui arrivent ici et où cette nouvelle situation rabat les cartes et de façon parfois assez violente. Peut-être que Fatou Sossar, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, mais après l'heure tourne et il faut qu'on parle aussi des femmes en politique parce que vous êtes pleinement impliquée sur le sujet. Mais sur la question de la migration, il y a beaucoup de jeunes qui veulent tenter l'aventure, comme ils disent, c'est-à-dire quitter le continent africain pour aller vers l'Europe. Certaines associations disent notamment au Sénégal que les mères mettent beaucoup de pression sur ces jeunes, disent que la voisine, tu vois, elle a un fils qui est courageux, qui est parti, qui va réussir socialement, qui va pouvoir envoyer de l'argent, etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de responsabilité des mères à l'heure actuelle parfois, ou est-ce qu'elles n'ont pas le choix de pousser leurs enfants sur les routes de l'exil, du départ ? C'est beaucoup plus compliqué que cela. Nous avons eu la chance, l'opportunité dans le cadre du laboratoire Genre de l'IFAN de mener plusieurs études, notamment la migration par les pirogues qui a connu son ampleur en 2006. Et nous étions dans une conférence de la journée africaine avec l'ancien président de la République, où il accusait les mères d'avoir vendu leurs bijoux. C'était le discours populaire qu'on transmettait dans les journaux. Mais nous nous sommes dit, une société aussi patriarcale que le Sénégal, comment peut-il y avoir une conspiration mère-enfant sur le dos du père, d'autant que dans le système de représentation, vous ne pouvez pas réussir sans la bénédiction du père. Et nous avons mené une étude avec l'appui du CRDI à l'époque, la coopération canadienne, et l'étude a montré que c'était un projet familial en réalité, des pères et des mères. Souvent, les pères sont des polygames, ils misent sur l'enfant sur lequel ils ont le plus d'espoir, c'est son voyage, mais les autres coépouses, quand ils voient le fils de leur coépouse partir, elles aussi, elles vont s'y mettre, toutes les économies pour envoyer cet enfant. Donc, finalement, nous avons découvert que c'est un projet collectif, c'est un projet familial où il y a un partage de rôles. Alors, maintenant, sur ce que je viens de dire, c'est très difficile. Je terminerai sur juste le travail que nous faisons depuis quelques années à l'Université de Séville en Espagne. Nous avons organisé en 2019 à Dakar un colloque sur femmes, migration familiale et violence. Oui, on a un petit problème de connexion Internet là avec Dakar. Emily Boum. Oui. Ça, c'est on essaye de vous récupérer. Fatou Sossar, on a un petit problème de connexion Internet avec vous. C'est l'occasion peut-être, Emily Boum, que vous m'entendez? On vous entend par intermittence, Fatou Sossar. J'espère qu'on va vous retrouver pleinement parce que je veux vous interroger sur les femmes en politique. Oui, allez-y. Je crois que c'est revenu. Oui, d'accord. Voilà, c'est revenu, non? Oui, oui. Alors, donc je disais que la violence dont elle parlait, dans la migration de personnes, de gens qui ont fait des niveaux universitaires, qui se retrouvent en Espagne, mais comme il dit, la réalité diverse fait que chacun est éprouvé dans son système de représentation de la masculinité et de la féminité dans le nouvel espace. Et nous avons connu des morts dans des familles où des femmes ont été tuées par leur propre mari, etc. Donc, la violence est inouïe dans cet espace qui est liée au fait qu'ils ont déconnecté de leur réalité sociale et il n'y a pas les mécanismes qui, dans l'espace sénégalais, auraient permis de recoller les morceaux, auraient permis de faire baisser les tensions.
ils n'ont pas ces mécanismes-là. Et l'assistante sociale espagnole, ne connaissant pas la culture d'où viennent ces personnes. Par exemple, au Sénégal, on viendrait vous dire, oui, on irait dire à l'homme, la femme n'est pas intelligente parce que son intelligence tombe au fur et à mesure que ses sons tombent. Bien sûr, on sait que ce n'est pas vrai, mais c'est fouetter l'orgueil de mal pour le lui dire. Et à la femme, on lui dira, mais essaie de patienter parce que l'enfant que tu as là va réussir parce que tu as obéi à ton mari. Tout cela, c'est des imaginaires qu'on construit, mais tout le monde sait très bien que la femme n'est pas moins intelligente, mais c'est des mécanismes qu'ils avaient trouvés pour faire baisser les tensions dans les foyers. Et parfois, il faut retourner à la culture pour les régler. Dans un espace tout à fait comme l'Espagne ou la France, ces couples-là sont complètement dépossédés des possibilités qu'ils avaient de pouvoir supporter cette nouvelle situation. Et c'est vrai qu'il y a énormément de drames qui se passent non seulement sur la route de la migration, mais aussi sur l'espace d'accueil. Fatou Sossar, je voudrais vous poser une dernière question sur la question centrale sur laquelle vous travaillez, la représentation des femmes en politique, parce que quand on a préparé votre intervention, vous avez dit il y a un problème, c'est que les femmes restent dans une conquête des droits. Alors on est au lendemain du 8 mars, on en a beaucoup parlé, mais pas dans la conquête du pouvoir. Je pense que vous aurez peut-être envie de réagir par rapport à ça. Il y a quelque chose d'un peu provoquant dans cette façon de dénoncer ce que cherchent les femmes. Au Sénégal, on est à plus de 40% de femmes au Parlement. Il faut peut-être le rappeler. C'est beaucoup plus qu'au Parlement français. Il y a une loi sur la parité du président Ouad qui a été votée en 2010. Donc on est 10 ans après. Finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a une désillusion des femmes qui ont voulu accéder au pouvoir? Vous dites qu'il faut remettre le métier à l'ouvrage? Ben, je ne dirais pas désillusion. Cette loi sur la parité a été un formidable bond en avant qui nous a permis de quitter un taux de 22% à l'Assemblée nationale pour arriver à 43%. Et aujourd'hui de 14% dans les collectivités locales pour arriver à 43% aussi. Donc, en matière d'accès à ces instances électives ou semi-électives, le bond, il est réel. Mais nous disons que le problème, ce n'est pas la revendication des droits. Parce que pour moi, la Journée internationale de la femme, depuis qu'on la connaît, c'est la revendication des droits. Et je pense qu'en renvoyant à ma propre culture, nous devons changer de paradigme pour parler de conquête du pouvoir. Parce que les deux stratégies sont tout à fait différentes. Et cela, je le lis à ma propre histoire, parce que le 7 mars au Sénégal, en 1820, précédant 37 ans avant le 8 mars, des femmes se sont tuées parce qu'elles ont perdu leurs munitions, elles ont fini leurs munitions face à l'adversaire, elles ont préféré la mort à être prisonnières de guerre pour construire leur corps, pour qu'on les humilie. Des invasions mortes, c'était au 19e siècle, hein, ça, quand même. Voilà, maintenant, voilà, mais ce 19e siècle, et ces femmes-là ont produit des filles qui ont fini par diriger le royaume. Donc, je disais que nous étions dans une société où les femmes étaient au pouvoir. Maintenant, pourquoi je parle de conquête du pouvoir? Ces femmes-là sont arrivées à la tête de ce royaume parce que c'est à partir de 1795 qu'elles ont commencé à contrôler le pouvoir jusqu'à l'avoir absolu. Or, c'est la France qui nous a colonisés en 1855, en tout cas qui a vaincu ce royaume en 1855. Fatou Sossar, aujourd'hui, vous dites quoi aux femmes? Vous dites qu'il faut qu'elles trouvent une place dans les partis politiques, concrètement? Il faut qu'elles rentrent dans les partis politiques. C'est pourquoi nous avons un programme d'accompagnement avec ce qu'on appelle le leadership politique dans les partis. Nous sommes partis de nos analyses des acquis, mais des limites aussi de la parité, pour dire qu'il faut dépasser la revendication pour aller dans la conquête. Maintenant, dans la conquête, ce ne sera pas de la même manière qu'au 19e siècle. Nous le ferons avec notre époque. Et notre époque, c'est quoi? C'est que les femmes, à l'intérieur des partis, prennent le pouvoir, soit à des postes beaucoup plus élevés au niveau des partis politiques, renforcer celles qui créent leur propre parti. Et c'est pourquoi nous avons un très large programme qu'on ne pourra pas peut-être expliciter ici, fait avec la coopération. Je voudrais laisser réagir, Fatou Sossar, pardonnez-moi, je voudrais laisser réagir Emily Boum, parce que dans votre roman, Les jours viennent et passent, il y a un député qui est le mari d'Anna, sur lequel vous brossez un portrait de lui. À la fois, c'est un type qui a joué le jeu dans la famille, qui est fiable dans la famille, mais qui est très décevant sur le plan politique, sur le plan éthique. Est-ce que c'est votre regard finalement un peu méprisant sur la chose publique au Cameroun, ou qu'est-ce que c'est?
Avant de vous répondre là-dessus, je voudrais juste dire un petit mot sur les migrations. Les personnes qui migrent là, en ce moment, elles savent très bien ce qui se passe. Elles savent les échecs, elles savent la douleur, elles savent la mort, elles savent la difficulté de s'intégrer ici. Elles savent que finalement, il y a peu de gens qui atteignent leurs rêves de cette manière. On peut se demander pourquoi elles continuent. Personne ne fait ça pour avoir un CDI à Paris ou pour. C'est pas le but. Alors pourquoi ces gens partent? Je pense qu'il y a une capacité une volonté d'embrasser son destin, de prendre sa vie en main, simplement de rêver aussi, de partir ailleurs, malgré les risques. D'une certaine façon, quand elles font ça, elles sont actrices de leur vie, ces personnes-là. Elles sont au cœur d'elles-mêmes. Et même s'il y a eu 100 morts avant elles, elles sont actrices principales de leur vie. Donc, elles ne vont pas mourir. Mais je pense que c'est important quand on... Il me semble que rien ne peut arrêter quelqu'un qui part de cette manière. Ce n'est pas une question de risque, de barrière fermée, peu importe. Hein. Peu importe, il y a une volonté de vivre. Et pourquoi cette volonté de venir par ici pourquoi l'Afrique est si peu désirable, serait si peu désirable? C'est ça, moi, la question que je me pose par rapport aux migrations, mais c'est encore autre chose. Pour en revenir à la politique, effectivement, le regard que je pose sur lui en tant que politicien correspond aussi au regard que je pose plus ou moins sur la politique au Cameroun. La participation des femmes à la politique est une réalité au Cameroun. Elle existait pendant les indépendances. Quand les pères de l'indépendance, Ruben Oumniobé, etc., se sont fait tuer, il y avait des femmes à leur côté qui se sont fait tuer dans cette même forêt et dont les corps ont été oubliés, dont l'histoire a été oubliée avec le reste de cette histoire. Les femmes ont toujours eu un rôle dans la société, un rôle politique d'abord parce que traditionnellement il y a un rôle politique masculin, un rôle politique féminin et que les deux sont absolument indissociables du fonctionnement de la société, du fonctionnement de la communauté. Donc voilà, traditionnellement il existe une façon de faire qui a été elle aussi un petit peu mise de côté. La représentation politique n'est pas ce qu'elle devrait être. Après, ça ne règle pas du tout le problème de la bonne gouvernance ou de la politique. Est-ce que ça veut dire que du coup les femmes doivent agir par contournement, tenter d'exister dans d'autres sphères, de peser via d'autres sphères que la politique? Elles existent et elles existent aussi dans la politique. Je ne pense pas que ce soit une solution. Hein. Je pense que dans un système corrompu et malveillant, les femmes sont corrompues et malveillantes. C'est pas, malheureusement, elles ne sont pas... qu'il y ait 50% de femmes et 50% d'hommes, tant mieux, c'est heureux. Mais à partir du moment où le système lui-même, en lui-même, est pourri, bah, les femmes le sont. Ce ne sont pas les femmes qui peuvent changer le système de l'intérieur. Il n'est même pas dit qu'elles le désirent. Quelqu'un comme le personnage de lui, il aurait tout à fait pu être un personnage féminin qui est rentré, député, donc, le député qui est rentré dans un système qui est tellement qui le met en avant, qui le fait briller et qui voilà et petit à petit céder à une forme de corruption dans la société camerounaise, ça se voit que même ce soit des hommes, il a un que ce goût soit des amer femmes. à la fin de sa vie quand même. Ce que je voulais pour ces personnages-là, c'est qu'ils soient lucides. Oui, ils font des erreurs et même parfois ils sont cruels. Mais c'est des gens bien, c'est tous des gens bien. Ils ont un regard très lucide sur ce qui leur arrive. Et c'est important de ne pas avoir des méchants. Voilà. Beata Oumoubiéyi, il n'y a pas de femme qui s'engage en politique hein, dans votre roman. Vous semblez là, avec votre moue, être très catégorique. Non, il se fait que ma marraine était une des premières femmes députées au Rwanda et qu'elle a été assassinée parce qu'elle faisait partie des premières personnes à demander le multipartisme à la fin des années 80. Donc, de ce jour-là, je crois que j'ai dit que je ne ferais jamais de politique et que c'était pas pour moi. Maintenant, je m'intéresse et je m'intéresse beaucoup à ce qui vient d'être dit par Fatou Sossar et Emlé parce que cette histoire de prendre le pouvoir et avoir des droits, j'aimerais bien vous entendre un peu plus là-dessus, parce que j'étais en train de m'interroger sur les inégalités, c'est-à-dire on peut faire avancer le féminisme, mais s'il ne bénéficie que à celles qui ont le pouvoir, ou en tout cas celles qui vont être députées, ou celles qui sont en haut dans les classes sociales,
ce qui est le cas, enfin je veux dire, et c'est pas qu'une réalité africaine, pour que les femmes puissent aller aux réunions, pour qu'elles puissent militer, c'est pas parce que les hommes sont restés à la maison pour garder les enfants et faire le ménage, c'est parce qu'elles ont pu recruter une autre femme qui a fait ce travail à leur place. Donc vraiment, j'ai envie de savoir à quel point, parce que les droits, oui, bien sûr, si ce sont les mêmes pour toutes, et si, est-ce que le pouvoir peut être acquis par toutes? Et c'est là où la question de la classe sociale et de la domination liée au sexe féminin m'intéresse et m'interroge, et j'aimerais bien Fatou vous entendre. Sossar, la balle est dans votre camp là-dedans. C'est pas seulement d'ailleurs pouvoir se libérer des charges domestiques pour les femmes en payant d'autres domestiques qui pourraient les faire à leur place, mais c'est aussi se libérer avec l'ascension du mari, se libérer de charges sociales, d'organiser telle ou telle cérémonie familiale, parce que les femmes portent la charge de leur métier, de la place de la famille dans la société, l'éducation des enfants, la tenue de la maison. Donc ça fait beaucoup de choses dont il faut se libérer pour aller militer. Absolument. C'est des questions qu'on... D'abord, je répondrai sur la revendication du droit et la conquête du pouvoir. Dans nos stratégies actuelles, les femmes ne doivent pas se contenter d'être simplement, de se battre pour être responsables du mouvement des femmes dans les partis politiques. C'est-à-dire, c'est avoir une aspiration d'avoir les mêmes responsabilités et les mêmes tâches. Évidemment, on nous dit toujours le problème, et les femmes rurales et les femmes urbaines, ou etc., les femmes analphabètes. Mais chez les hommes aussi, il y a des hommes ruraux et il y a des hommes urbains. On ne se pose pas ce type de questions-là. Et quand on fait les lois, quand on se battait pour la parité, les gens pensaient que c'était pour seuls des intellectuels. En réalité, ceux qui se sont battus pour cette loi, pour la parité, ce n'est pas ces personnes qui sont à l'Assemblée nationale. Mais à l'Assemblée nationale, c'est la représentativité nationale. Les collectivités locales, c'est les femmes au niveau des communes rurales qui sont dans ces espaces-là, qui en ont bénéficié. Quand elles étaient 14% et qu'elles arrivent à 43%, c'est des femmes aussi des zones rurales. Et en matière de loi, nous leur disons que l'autorité parentale, la femme première ministre comme la femme ouvrière, sont dans la même situation, n'ont pas le droit de sortir leurs enfants de ce territoire sans l'autorisation du père. Aujourd'hui, les batailles pour la nationalité, quand les femmes se sont battues pour avoir la loi sur la nationalité, mais c'était pour que leurs garçons et leurs filles puissent en profiter et que leurs maris aussi puissent en profiter. Je crois que la loi n'est pas une loi pour une catégorie sociale, la loi c'est une loi citoyenne. Maintenant, dans toutes les sociétés, il y a des gens qui seront à la gouvernance et d'autres qui sont à d'autres places. Pourquoi penser que seules les femmes, les hommes doivent être dans ces positions-là de gouvernance, d'autant plus que nous pensons que le style de gestion, vous avez raison, aujourd'hui, tant qu'elles sont tout à fait minoritaires, quand elles accèdent à des positions de pouvoir, elles sont même beaucoup plus dures que les hommes. Mais la bataille que nous sommes en train de mener, c'est pour que elles sont beaucoup plus dures, si je puis me permettre, mais combien d'hommes ont dit à ce moment-là, pour passer le gap de 14% à 43%, combien ont dit elles sont parfaitement incompétentes? Parce qu'elles ont traversé aussi ces sarcasmes. Nous avons répondu à cette question quand on est venu nous dire qu'on a amené à l'Assemblée nationale des femmes analphabètes. Et nous avons produit un ouvrage, parce que comme chercheurs, nous répondons par la recherche. Et le profil a montré que c'était faux. Il n'y a que 14% ou 12% plutôt qui ne sont jamais allés à l'école. 37% avaient entre le bac et le doctorat, et qu'il y avait même proportionnellement plus d'hommes analphabètes, parce que beaucoup d'hommes analphabètes en langue française, parce qu'il y avait beaucoup qui viennent du milieu maraboutique, qui viennent de l'école coranique et qui ne sont pas allés à l'école française. Donc, c'est des clichés qu'on avait sortis, et nous, à chaque fois, nous donnons la réponse. C'était ça le rôle du laboratoire. Quand la société renvoie, ou en tout cas les hommes renvoient à certains clichés, d'aller faire la recherche et de démontrer est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Mais ce qui est important, c'est de dire, nous venons d'une société où l'homme et la femme avaient des positions de pouvoir. Moi je dis le pays que la France a vaincu avait à sa tête une femme. Et que à chaque fois, nous fonctionnons comme binôme. Le roi avait toujours son pendant féminin, le maître des terres avait son pendant féminin. Donc, en retournant dans notre propre histoire, sans retourner au passé, nous pouvons fonder théoriquement notre aspiration à ce qu'il y ait une partialité, parce que l'Afrique, d'une manière globale, on peut retourner à la charte du Mandé de 1236 de Soundiata Keïta, où on retrouve des textes qui posent la responsabilité des femmes en politique, le respect qu'on doit aux femmes. Le recul que nous avons, je suis désolée,
mais c'est parce que c'est le code Napoléon qu'on nous a apporté et qui est tout à fait étrangère à notre société et à notre culture. Et donc, nous retravaillons pour la réappropriation de notre histoire et de la place des femmes dans nos propres sociétés. Évidemment, les sociétés varient d'un espace à l'autre, mais celle-là d'où je viens me conforte dans les théories que je sors, dans le retour à l'histoire, pour dire que le futur du Sénégal doit être un futur où les femmes auront leur place, parce que la femme avait une position de centralité dans nos sociétés. Et donc, je pense que c'est possible de le faire et répondre à toutes ces questions. Les femmes vont prendre le pouvoir, c'est utiliser aussi d'autres femmes, mais c'est aussi donner de l'emploi à d'autres femmes, à mon avis. Ce n'est pas minimiser le travail de... Je voudrais faire réagir Beata Oumoubiéyi, Fatou Sossar, si vous le permettez, parce que vous définissez aujourd'hui comme féministe intersectionnelle. Est-ce que c'est compatible avec un militantisme dans des partis traditionnels? Vous posez la question à qui? À Beata. Voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que pendant très longtemps, on a dit aux femmes qu'il fallait d'abord, je pense au parti de gauche, qu'il fallait d'abord faire la lutte des classes et puis faire avancer le droit des ouvriers. Enfin, j'ai l'impression que le droit des femmes va toujours passer derrière. Mais on est dans une période où, alors peut-être pas dans les partis traditionnels, moi je ne suis pas très connectée avec les partis traditionnels, moi je suis vraiment plutôt dans la mobilisation communautaire et la transformation sociale issue d'expériences de gens sur le terrain. Mais on est dans une période où il y a un tel besoin de convergence des luttes, justement parce qu'on a été... tellement divisé, chacun va avoir sa cause de son côté et on sait que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je mets mes lunettes genrées, je suis toujours très attentive à ne pas oublier la classe sociale et à ne pas oublier, quand on est ici en Occident notamment, la question de la race. On est bien d'accord, compris en tant que construction sociale et pas réalité biologique. Et moi, dans mon écriture, j'écris de la fiction, donc c'est pas des textes, c'est pas des pamphlets, c'est pas des textes militants, mais je suis quand même toujours attentive à ces différents niveaux de lecture et que on n'a pas le même destin, on ne va pas avoir la même les mêmes chances selon si on est une femme née dans un milieu pauvre ou si on a eu un certain héritage. Enfin, toutes ces choses-là, elles sont présentes. Vous êtes une femme et quand vous étiez au Rwanda, vous étiez blanche et en France... Et en France, je suis arrivée et on m'a dit que j'étais noire. Donc, c'est aussi... Et je suis vraiment le premier texte que j'ai écrit dans mon premier recueil de nouvelles, je me suis définie comme transfuge de classe et transfuge de classe. Et c'est le fait d'être passée d'une classe à l'autre par les études, d'être passée dans le regard des autres d'une race à l'autre, qui fait aussi, je pense, ma spécificité de la façon dont je vais regarder et je vais toujours quelque part habiter la frontière et regarder des deux côtés et regarder et penser à l'autre quand je fais parler l'un et vice-versa. Et pour vous, Emily Boom, alors, où est-ce que vous habitez pour répondre à Beata? Quel côté des frontières? Alors, je pense que j'emporte mes mondes avec moi, mais je les emporte partout. Mais cette question de l'intersectionnalité est très intéressante. En plus, elle est éminemment actuelle parce que, oui, finalement, de quoi on parle quand on parle des gens, des minorités? Moi, c'est quand je suis arrivée en France, dans le regard des autres, que j'ai découvert que j'étais noire. Je ne m'en étais jamais aperçue, en fait, compte tenu de la société dans laquelle j'ai vécu. Simplement, ça ne me touchait pas outre mesure parce que je suis arrivée relativement tard et dans des conditions plutôt confortables. Donc, je ne me sentais pas agressée par ce regard. Je l'ai constaté, je savais qu'il existait, que je n'avais pas... que je n'aurais jamais l'occasion de faire une première bonne impression. Mon impression m'aurait précédée, si vous voulez. L'impression qu'on avait sur moi m'aurait précédée. Donc,
peu importe, je le savais, mais mon regard a changé quand j'ai eu des enfants, des garçons, et que je les ai vus grandir dans cette société et se confronter aussi au regard. Finalement, la question, ce n'est pas ce que je pense de moi, mais ma capacité à me défendre de la malveillance que simplement ma personne peut susciter chez l'autre. Et ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est tout à fait la question de l'intersectionnalité, à mon avis. Quel que soit ce qu'on défend, où on est, où on se situe. C'est ça la question clé de ce carrefour-là, de ces carrefours-là. Alors, on a évoqué beaucoup de choses pendant cette heure de discussion. Je vais prendre des interventions, des questions d'internautes pour vous donner la parole, hein, bien sûr, et vous pouvez continuer de vous connecter sur la page Facebook des bibliothèques de la ville de Paris. Et donc, ce sont des questions, des réflexions pour vous, hein, mesdames, Beata Moubiei, Fatou Sossar, Emily Boum. Une première question. Est-ce que l'autonomisation économique des femmes pourrait permettre leur émancipation soutenue par des politiques publiques? Quelles initiatives en ce sens au Sénégal? Ça, c'est pour vous. Alors, s'il vous plaît, des réponses, parce que j'ai plusieurs questions à vous poser, hein. Des réponses pas trop longues non plus, même si ce sont des vastes questions. Fatou Sossar. Oui, je crois qu'il faut aller... L'autonomie politique passe par l'autonomie économique. En tout cas, c'est ce que nous enseigne l'histoire de ces femmes-là qui ont réussi à arracher le pouvoir dans un passé très lointain. Mais je crois que la logique est la même. Et je crois comme chercheur, c'est de changer les outils et les manières d'analyser. J'ai fait mes études en Provence et à Paris, ensuite au Canada. J'ai enseigné en Belgique à l'Université de Namur. Et je pense que les grilles d'analyse de classe sociale, de catégorie, etc., telles que l'Occident les a conçues, on ne peut pas les appliquer comme telles dans l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui pour pouvoir tracer le projet de société et les théories qui devront en sortir. Mais oui, je crois que pour répondre à cette question, c'est sans ambiguïté, il nous faut donner les moyens économiques à ces femmes pour qu'elles puissent demain prendre le pouvoir, parce que par le passé, ces femmes qui ont pris le pouvoir dans le Wallo, elles avaient de l'expertise politique, je dis un long séjour dans le couloir du pouvoir, mais elles avaient de l'argent. C'est comme ça qu'elles ont réussi aussi à s'imposer. Les fameuses femmes de Nder. Hein. Mais ça veut dire soutenues par des politiques publiques. Vous répondez par la positive. Dans la situation actuelle, c'est là où le rôle des politiques publiques. Maintenant, pour que ces politiques publiques puissent le faire, il nous faut suffisamment de femmes dans les espaces de décision pour que l'argent public, comme je dis, elles sont à l'Assemblée nationale pour voter des lois qui sont favorables aux femmes ou faire échouer des lois qui vont porter préjudice aux femmes, mais se battre aussi pour que dans le contrôle de l'action gouvernementale, pour que le budget aille là où se trouvent les priorités des femmes. C'est ça aussi le sens de la présence des femmes à l'Assemblée nationale, mais pas juste une présence mécanique. Il y a au Sénégal les systèmes de financement des petites entreprises par des femmes, des systèmes de financement accéléré, financement public. Est-ce que ça part d'une bonne intention, d'une bonne initiative? Mais je crois que oui, je pense que oui. Mais avant cela, ils ont trouvé un système tout à fait traditionnel. Moi-même, je suis à la tête d'un réseau pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin, dont Françoise Fonu, une Camerounaise défunte, a été la présidente au niveau africain. Et elle connaît aussi le Cameroun, c'est sur les économies propres des femmes au Sénégal. Partout, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les calebasses, qui sont la nouvelle dénomination des tontines classiques que nous connaissions. Maintenant, l'État, dans ses politiques publiques, utilise cela, le financement pour les jeunes, pour les femmes, parce que dans un contexte où il n'y a pas d'emploi, dans un contexte où c'est le marasme économique, c'est l'outil qu'il a trouvé pour pouvoir faire avancer les choses. Mais dans mon ouvrage, ma thèse sur l'entrepreneuriat féminin, toutes les femmes qui ont réussi à être milliardaires au Sénégal ne sont jamais passées par les programmes publics. C'est dans le programme propre interne, toutes ces femmes-là, en tout cas, qui ont été éligibles à mon échantillon, ne sont jamais passées par les politiques. Toutes les femmes, je n'ai jamais vu une femme milliardaire qui a été encadrée par le ministère de la Femme. Emily Boum. Ça me semble tellement évident. Beaucoup de femmes entrepreneurs, oui, hein, ça me semble tellement évident que les femmes qui reconnaissent une réussite économique ne sont ni passées par les programmes publics, ni passées par l'aide internationale, ni par quoi que ce soit de ce genre. Ça me semble, oui, elles ont identifié un besoin, quelque chose, elles ont investi, elles ont fait quelque chose qui leur correspondait, qu'elles avaient, elles, envie de faire et les moyens de faire. Alors, une autre question. Les femmes semblent au cœur de tous les enjeux, actrices de l'économie informelle, détentrices de la culture, des valeurs familiales.
comment leur donner plus de visibilité? C'est aussi une de nos préoccupations. C'est comme vous me posez des questions sur mon programme actuel. Nous sommes en train d'avoir un partenariat avec différents médias au Sénégal, à la fois mettre sur certaines femmes leurs portraits pour que ça soit dans des journaux à la une régulièrement pendant tout un mois de campagne, aller dans les plateaux télévisés où on va parler des questions décisives sur la nation, les grands débats politiques, qu'il y ait des femmes aussi là-bas, parce que ce sont les hommes qui accaparent tous ces espaces-là. Or, les médias participent à la manière dont on va façonner les consciences. En même temps, aller faire des reportages sur les quelques rares femmes mères, il y en a 14 sur 557, donc d'œuvres de 5%, rendre visible leur travail pour que la population ait confiance au travail de ces femmes-là. Elles se disent, parce que Dieu sait qu'elles ont fait un excellent travail, c'est la raison pour laquelle dans notre programme, nous avons fait un partenariat avec une télévision de la place qui ira faire des reportages. Il y aura des grands plateaux autour de ces réalisations de ces femmes comme mères pour donner envie aux prochaines élections locales que les communautés votent pour les femmes, quand on montrera qu'elles font du bon travail. Une question maintenant pour vous, mesdames Emleboum et Beata Oumoubiéyi. Comment vous avez choisi les thématiques de vos ouvrages? Comment vous avez déterminé le vécu, l'écriture, tout en gardant un certain recul pour écrire justement? Beata Oumoubiéyi. Emleboum nous disait que ce n'était pas des thématiques, mais des personnages d'abord, hein, avant tout. Sur ce roman-là en particulier, je l'ai souvent dit, hein, c'est parti de quelque chose de très précis. C'est l'attentat du 11 de 2015, du 11 janvier 2015. Charlie Hebdo? Oui, Charlie Hebdo. C'est l'attentat de Charlie Hebdo. C'est parti de là, parce que 2 semaines après, presque jour pour jour, il y a eu un attentat au Cameroun à Kolofata qui a fait 150 morts. Dans le nord du pays. Dans le nord du pays. Et moi, j'étais ici et je suis camerounaise et je me suis pris ces 2 événements avec une très très grande violence. Et l'idée du livre est partie de là, de raconter ce pays-là qui était... Voilà. Et les attentats perpétrés par Boko Haram, évidemment, très peu médiatisés en France. Qui n'ait pas été médiatisé en France, je peux le comprendre, mais ils ont été très peu médiatisés au Cameroun. On en a très peu parlé, ils ont fait... c'est cette espèce de silence, c'est aussi pour ça que c'est un roman sur... le silence et l'effondrement généré par le silence aussi, d'une certaine façon. Et c'est parti de là. Beata Oumoubiéyi, pour vous? Le choix, c'est plus parce que j'ai pensé aux métis de Boutaré, la ville où j'ai grandi, et j'avais envie de raconter une histoire de métissage. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance à parler d'un roman sur le génocide contre les Tutsis, mais je dis que c'est surtout un roman sur le métissage et la transmission. Donc c'était à partir de plein de choses vues dans cette ville où je suis née, où j'ai grandi. Et c'est surtout l'avant et l'après-génocide, hein, puisque... Oui, ça c'est un choix que j'ai fait pour tous mes livres. C'est une façon aussi de le rendre sans édulcorer, mais de rendre cette histoire plus entendable pour toutes ceux et toutes celles qui auraient tendance à dire c'est trop dur, je ne veux pas savoir. Encore 2 questions intéressantes. Hein. Quel est l'événement qui, ces derniers mois, ces dernières années, vous a donné le plus d'espoir dans l'avenir des droits des femmes? Vous demande un internaute ou une internaute, je ne sais pas, mais qui vous a donné le plus d'espoir dans l'avenir des droits des femmes, de la place de la femme dans le monde. Est-ce que toutes les 3, il y a un événement que vous retenez, qui vous semble particulièrement positif? Beata? Ben, je suis désolée, mais je ne dirais pas un événement. Moi, je pense que, encore une fois, ce n'est pas l'histoire d'un individu qui accède à, mais c'est une lame de fond, vraiment, que je vois. Et hier, quand on marchait dans les rues de Bordeaux, j'étais avec des amis féministes avec qui on marche depuis, je sais pas moi, Bordeaux, ça doit faire 13-14 ans que je suis là. Et c'était de se dire, chaque année, on voit plus de femmes, plus de filles de plus en plus jeunes qui sont là, qui se disent, qui se clament féministes.
voilà, sur le continent, je n'ai pas une vision globale. Je dirais qu'au niveau du pays dont je suis originaire, le Rwanda, ce n'est pas un événement, mais c'est une volonté, à la fois une volonté politique, mais vraiment quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience, d'une prise de pouvoir collective petit à petit depuis 27 ans qui est en marche. Et ça veut dire aussi qu'on y arrivera, en tout cas c'est ce que je crois, et c'est je pense une prise de conscience, qu'on n'y arrivera qu'ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est pas uniquement nous les femmes, mais c'est aussi parce que en même temps qu'on déconstruit tous les carcans de la féminité et de la domination, on avance aussi, et ça ne peut marcher que s'il y a aussi une déconstruction de tous les carcans de la masculinité. Et pour vous, Emily Boom, s'il y avait un événement Alors, c'est pareil. qui vous donne de l'espoir? Je ne vais pas parler d'un événement, mais je vais parler d'un mouvement. Et c'est tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, le numérique. Hein. Tout ce que les jeunes femmes africaines font sur place, la manière dont elles communiquent d'un pays à l'autre, de Dakar à Lagos, à Johannesburg, à Douala, et la manière dont elles s'inspirent. Et elles structurent leur langage pour produire, pour faire des... Je trouve ça extraordinaire. Notamment, en ce moment, ça m'intéresse beaucoup. L'interconnexion des femmes. C'est incroyable. Ça m'intéresse beaucoup, notamment sur les 30-40 ans, parce que par la force des choses, il se trouve qu'elles m'intéressent en ce moment, je les observe. Et je vais dans des sites, dans des réseaux, dans des groupes, mais elles vont à 1000 à l'heure. Et je trouve ça extraordinaire. Vous avez évoqué, sans le nommer, j'ai l'impression, Beata Oumoubiayi, le mouvement MeToo. Je ne sais pas, mais alors, peut-être question pour Fatou Sossar. Est-ce que le mouvement MeToo a connu, c'est la question d'un internaute ou d'une internaute, a connu un bon écho en Afrique ou pas du tout? Ben, ça n'a pas connu un bon écho, mais par rapport à la question précédente, moi aussi, c'est cette lame de fond. Chez moi, ça a été un bonheur les 2 dernières années de me rendre compte qu'au niveau de l'entrée en 6e pour aller au collège, au niveau du secondaire, les taux de réussite des filles, c'est beaucoup plus important. Il y a plus de filles qui réussissent aujourd'hui pour aller au lycée et plus de filles qui réussissent après les 4 premières années, le premier cycle du secondaire. Ça veut dire que bientôt, au niveau de l'université aussi, on aura plus de filles. Puisqu'elles sont les plus nombreuses dans la société, c'est normal qu'elles doivent être les plus nombreuses dans ces réussites. Donc, et c'est là une lame de fond qui est en train de se lancer, qui va faire qu'on va dépasser aussitôt aujourd'hui les réussites individuelles, parce que le mouvement féminin, on a quelques femmes, tant qu'on commence à compter une femme députée, ministre, etc. Mais je crois qu'avec cette lame de fond, on va arriver maintenant à un accomplissement collectif et non pas à rester simplement à des réussites individuelles ou des sorties individuelles. Maintenant, le mouvement MeToo n'a pas trouvé d'écho. Je crois qu'il faut analyser les cultures. C'est ça la question aussi. Le mouvement des femmes ne peut pas être de la même manière dans l'ensemble de l'espace. Comment l'Occident s'est construit, c'est tout à fait différent. Et je crois que les difficultés à avancer, c'est que jusqu'ici, nous avons voulu nous accrocher aux mots d'ordre qui viennent des Nations Unies, alors qu'il faut faire l'inverse, garder le principe, mais partir de ses propres réalités, de ses bases socioculturelles pour arriver vers le même objectif, c'est-à-dire faire en sorte que la femme sorte du carcan dans lequel les sociétés nouvelles l'ont mise, parce que c'est pas ça aussi leur histoire. On arrive au terme de cette rencontre. Beata Oumoubiayi, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot de conclusion? Non, dire que moi je rejoins ce que dit Fatou Sossar. C'est vraiment et je le vois par rapport au Rwanda. Je connais pas forcément toutes les autres cultures des autres pays, mais ce retour à la culture dans ce qui peut y avoir d'émancipateur et de fierté et ça peut être aussi dans la langue. Moi, c'est vraiment ce que je fais, c'est-à-dire aller chercher dans la langue le Kinyarwanda. On a la chance d'avoir la même langue pour tous les Rwandais et toutes les Rwandaises, ce qui peut refaire lien, ce qui peut nous permettre de nous raconter. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important sur la prise de parole. C'est se raconter et dire c'est... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller dans l'individualisme absolu, mais que la possibilité de dire je, de se raconter,
comme individu, permet aussi de raconter le collectif et d'aller dans ce sens de l'émancipation. Mais pour ça, il faut des outils. Il faut connaître son histoire, il faut connaître ce qu'il y a de beau dans son histoire qui peut réconforter. Je dis souvent que le premier poète rwandais, le fondateur de la poésie historiographique, était une poétesse, était une femme, Nyirarumaga, et qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes poétesses s'en réclament, et c'est très important de pouvoir faire ça. Mais il faut aussi, ce qu'on a dit avant, le pouvoir... les moyens économiques et en étant quand même dans quelque chose de collectif, c'est-à-dire qu'avoir une dizaine de milliardaires ne changera pas fondamentalement le destin de toutes les femmes. Emily Boom, je vous laisse le soin de conclure cette rencontre. C'était une telle joie de discuter avec Beata et Fatou que je ne connaissais pas et que je découvre et que je chercherai à en savoir plus et d'avoir mis tout ça en mots finalement. Beata parlait de se dire, de porter sa propre parole, sa propre histoire. On parlait de Haïti tout à l'heure. Fatou parlait des tableaux dans sa maison. Et en fait, Haïti, c'est un pays qui a beaucoup de mal et beaucoup de problèmes, mais Haïti rayonne par son art. Parce que les musiciens, parce que les peintres, parce que les poètes, et dans tout ce qui rend visible, dans tout ce qui construit aussi des gens, une communauté, un en commun, il y a cette écriture dans notre histoire. Il y a le regard que nous portons sur nous-mêmes et notre capacité à le dire, à le transmettre, à le partager, à trouver les mots pour partager. Et je pense qu'il a été question de ça ici ce soir. Comment nous partageons notre histoire et qu'est-ce que nous pouvons mettre dans cette espèce de bol commun pour faire sens. Merci en tout cas à vous, Fatou Sossar, d'avoir été en ligne avec nous de Dakar. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, il faut lire vos histoires, Emily Boom. Les jours viennent et passent aux éditions Gallimard, Beata Oumoubiéyi-Mérès. Tous tes enfants dispersés. Là, j'ai la collection J'ai lu aux éditions Autrement. Au départ, là, j'ai le livre de poche, c'est ça, non? Et ce sont des très très belles histoires, de très beaux romans qu'il faut absolument découvrir et qui nous donnent maintenant une idée de la diversité d'arrivée d'auteurs qui sont des femmes, qui prennent la parole, qui s'expriment et qui racontent des histoires autrement aussi, je pense. Alors, les prochains rendez-vous dans le cadre de Africa 2020, de la saison culturelle, il y aura samedi 13 mars à 15h, carte blanche à l'écrivain Kidi Bébé. Et puis, jeudi 18 mars à 19h, Villes africaines en mutation avec les architectes Coucou Wamanfou, qui est une architecte femme, et l'architecte designer togolais Sename Kofi Agbodjinou, qui sera également présent lors de cette rencontre jeudi 18 mars. Ça sera à 19h. Et qui dit bébé, samedi 13 mars à 15h, une compatriote, oui, Emily, et une amie que vous connaissez bien et que nous connaissons bien aussi à RFI. Donc, vous retrouvez les lives sur Facebook, sur le Facebook des bibliothèques de la ville de Paris. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous. Et merci à vous tous.